Un soleil pourpre se couchait derrière les murs crénelés de Babylone en juin de l'an 323 avant notre ère, teintant les eaux de l'Euphrate de la couleur du sang frais. Dans l'air surchauffé, épais des parfums d'encens et de la décomposition naissante, flottait quelque chose de plus qu'une simple fraîcheur du soir. C'était le pressentiment tangible et suffocant de la fin d'une époque. À l'intérieur du somptueux palais de Nabuchodonosor, dans des appartements tendus de tapis de Perse et décorés d'or de l'Inde, gisait sur son lit de mort un homme qui était plus qu'un roi. Il était un dieu pour les uns, un tyran pour les autres, et le souverain incontesté du monde connu pour tous. Alexandre le Grand, fils d'Amon et de Philippe, conquérant de l'Asie, s'éteignait. Son corps, endurci par des dizaines de batailles du granique à l'Aïdaspé, était consumé par une fièvre mystérieuse et implacable. Autour de son lit, telle une meute de loups flairant l'affaiblissement du chef, s'étaient rassemblés ses plus proches compagnons, ses généraux, ses amis et les futurs bourreaux de son héritage. Leurs visages, burinés par les vents du désert et marqués des cicatrices d'innombrables combats, étaient des masques dissimulant une tempête d'ambition, de peur et de cupidité. Ptolémée, rusé et calculateur, dont les yeux regardaient déjà vers le sud, vers l'ancienne terre des pharaons. Séleucos, le commandant de la cavalerie d'élite, dont le sang-froid cachait une volonté d'acier, prêt à forger son propre empire. Perdiccas, arrogant et autoritaire, le gardien de l'anneau royal qui se voyait déjà régent, et peut-être même successeur. Antigone le Borgne, un vieux vétéran dont la force brute et l'esprit indomptable n'avaient rien à envier à personne. Cratère, le favori de l'armée macédonienne, l'incarnation des vieilles traditions, et bien d'autres, Lysimaque, Eumène, Cassandre. Ils étaient les diadoques, les successeurs. Mais ils ne connaissaient pas encore ce mot. Pour l'instant, ils n'étaient que des maréchaux sans maître, des architectes de la victoire restés sans le maître d'œuvre. La légende raconte que lorsqu'on demanda à Alexandre affaibli à qui il laissait son empire, qui s'étendait de la mer Ionienne au contrefort de l'Hindu Kuch, il râla un seul mot, qui devint le glas de l'unité et le signal du début de la plus grande guerre civile de l'Antiquité, au plus fort. Que ce mot ait été réellement prononcé ou qu'il ait été inventé plus tard pour justifier le massacre à venir n'avait plus d'importance. Il avait résonné dans leur cœur. Il était devenu leur étendard et leur malédiction. Au moment où le souffle d'Alexandre s'arrêta, les fils invisibles qui maintenaient ensemble ce colosse aux pieds d'argile se rompirent. L'Empire, créé par l'épée et le génie d'un seul homme en 13 ans de campagnes ininterrompues, devint le principal enjeu du jeu de trône, le plus cruel que le monde ait jamais vu. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un partage de territoire. C'est une saga de personnalités titanesques, d'une amitié transformée en haine mortelle, d'une loyauté vendue pour le pouvoir, et d'une trahison devenue monnaie d'échange. C'est le récit de la façon dont les généraux d'Alexandre, ces loups, se sont jetés sur le corps de son empire et l'ont dépecé pendant un demi-siècle, inondant de sang les terres de la Grèce à l'Inde. Leur guerre donnera naissance à de nouveaux royaumes, de nouvelles dynasties, de nouvelles villes et une nouvelle culture. Elle anéantira la famille d'Alexandre jusqu'au dernier homme et rayera de la surface de la terre des milliers de personnes. Des cendres de l'Empire consumées dans le feu de leurs ambitions naîtra un nouveau monde. L'hellénisme, un monde brillant et cruel, un monde de grandes bibliothèques et de sièges impitoyables, un monde de philosophes et de rois-dieux. Un monde qui deviendra le pont entre la Grèce classique et l'Empire romain. Et ce monde a commencé là, dans la chambre étouffante du palais de Babylone, avec le dernier soupir du conquérant et un seul mot fatal lancé à ses successeurs. Au plus fort. Le défi était accepté. La mort d'Alexandre n'a pas apporté le silence. Au contraire, elle a fait exploser Babylone d'un brouhaha de voix, d'un cliquetis d'armes et d'un lourd pressentiment de chaos.
Le premier et le plus urgent problème auquel les diadoques furent confrontés n'était pas tant le partage du pouvoir que la prévention de l'effondrement immédiat de l'armée et, par conséquent, de tout l'Empire. L'armée, se creusait de peuples et de cultures, n'était pas fidèle à une idée abstraite d'empire, mais à la personne d'Alexandre. Il n'était plus là. Les soldats, épuisés par des années de campagne, ayant le mal du pays, étaient un baril de poudre prêt à exploser à la moindre étincelle. Et tandis que les grands généraux, futurs rois et fondateurs de dynasties, se réunissaient pour leur premier conseil, une autre force, non moins puissante et bien plus nombreuse, mûrissait à l'ombre des immenses complexes palatiaux. C'était la phalange macédonienne, l'épine dorsale de l'armée. Les simples fantassins, hoplites et sarissophores, qui avaient parcouru des milliers de kilomètres et versé des rivières de sang pour leur roi, n'avaient pas l'intention de rester des figurants muets dans le drame qui décidait de leur avenir. Ils se sentaient floués. Alexandre leur avait promis la gloire et la richesse, mais il était maintenant mort, et ils étaient bloqués au bout du monde, tandis que leurs commandants semblaient déjà essayer des diadèmes royaux. Leurs murmures se transformèrent en un mécontentement ouvert, attisé par des démagogues issus du bas de l'échelle des officiers. Leur chef devint un certain Méléagre, un homme ambitieux mais dépourvu de la pensée stratégique des grands généraux. Il exprima la demande de l'infanterie. Le pouvoir ne devait pas appartenir à un cercle restreint de généraux, mais aux héritiers légitimes d'Alexandre. Mais qui était l'héritier? Cette question divisa le conseil des diadoques. La femme d'Alexandre, la princesse bactrienne Roxane, était enceinte de 6 mois. Si un garçon naissait, il deviendrait le roi légitime. Mais attendre était dangereux. De plus, il y avait un autre candidat, Aridé, le demi-frère d'Alexandre. Le problème d'Aridé était son retard mental. C'était une excellente marionnette, mais pas un souverain. C'est là que les caractères des futurs adversaires se manifestèrent pour la première fois. Perdiccas, en tant que commandant le plus haut gradé et gardien du sceau royal, insista pour attendre la naissance de l'enfant de Roxane et établir une régence. Il y voyait le chemin le plus direct vers le pouvoir personnel. La cavalerie, l'élite de l'armée, toujours plus proche du commandement aristocratique, le soutint. Ptolémée, cependant, fit preuve de sa prudence et de son pragmatisme caractéristique. Il proposa de créer un conseil de régents, un gouvernement collectif qui dirigerait l'Empire jusqu'à la majorité de l'héritier. Cette proposition visait à empêcher Perdiccas de concentrer trop de pouvoir entre ses mains. Ptolémée jouait déjà un jeu à long terme, comprenant que toute forme de gouvernement unifié était vouée à l'échec. Les autres se turent, attendant de voir. À ce moment, Méléagre et l'infanterie se révoltèrent ouvertement. Ils firent irruption dans le palais et proclamèrent droit l'imbécile Aridé, lui donnant le nom de trône de Philippe III. Un instant, il sembla que l'Empire allait se scinder ici même, à Babylone, en 2 camps ennemis. La cavalerie, fidèle à Perdiccas et au futur enfant de Roxane, et l'infanterie, qui avait prêté serment au nouveau roi marionnette. Un bain de sang semblait inévitable. Les rues de Babylone se remplirent de soldats armés, prêts à se jeter les uns sur les autres. Le sauveur de la situation, paradoxalement, ne fut pas un général, mais un intellectuel, le grec Eumène de Cardia. Secrétaire personnel d'Alexandre, non macédonien de sang, il occupait une position unique. Les aristocrates macédoniens le méprisaient comme un parvenu et un rat de bibliothèque, mais respectaient son esprit vif et son dévouement inconditionnel au roi défunt. Eumène, usant de toute son éloquence et de son talent diplomatique, fit la navette entre les 2 camps. Il persuada Perdiccas de faire un compromis et Méléagre de modérer ses ambitions. Le résultat de ces négociations tendues fut ce qu'on appelle l'accord de Babylone, une construction fragile destinée à préserver une apparence d'unité. Il fut décidé que 2 rois régneraient, Philippe III Aridé et le fils encore à naître de Roxane, qui, heureusement pour les partisans du compromis, s'avéra être un garçon,
et fut nommé Alexandre IV. Perdiccas fut nommé commandant suprême de l'armée d'Asie et régent du jeune Alexandre IV. Cratère, qui jouissait d'une immense autorité auprès de l'infanterie, devint le tuteur du roi Philippe III. Et le vieux et fidèle Antipater conserva son poste de gouverneur de la Macédoine et de la Grèce. Ce fut le premier pas. Le deuxième, et non moins important, fut le partage des satrapies, les immenses provinces de l'Empire. C'est là que les prédateurs délimitèrent pour la première fois les frontières de leur futur terrain de chasse. Ptolémée, faisant preuve d'une clairvoyance miraculeuse, demanda pour lui l'Égypte. Beaucoup y virent de la modestie. L'Égypte était loin, à la périphérie, à l'écart des principaux centres de pouvoir. Mais Ptolémée comprenait ce que les autres ne voyaient pas. L'Égypte était fabuleusement riche, facile à défendre grâce à ses déserts et à la mer, et elle possédait une ancienne tradition de déification des souverains, ce qui était très pratique pour un général ambitieux. Antigone le Borgne reçut de vastes territoires en Asie mineure, la Phrygie, la Lycie et la Pamphylie. Lysimaque, un homme rude et endurant, prit pour lui la Thrace, une frontière agitée avec le monde barbare qu'il fallait constamment protéger. Les autres satrapies furent réparties entre des personnages moins importants. Séleucos, le futur fondateur du plus grand empire hellénistique, ne reçut à ce moment-là que le commandement d'un détachement d'élite de la cavalerie des Éthers. Son heure n'avait pas encore sonné. L'unité était sauvée, mais c'était une unité sur le fil de l'épée. Perdiccas, ayant obtenu le pouvoir militaire réel et le contrôle de la famille royale, n'avait pas l'intention de tolérer longtemps une direction collective. Il décida d'abord de se débarrasser de ses concurrents. Méléagre, son rival dans la lutte pour l'influence sur l'armée, fut jugé et exécuté avec 300 de ses partisans. Ce fut une démonstration de force cruelle qui montra à tous qui était désormais le maître à Babylone. Mais pendant qu'en Asie on se partageait l'héritage, à l'ouest, en Grèce, une flamme s'alluma qui faillit consumer la domination macédonienne. Athènes, le berceau de la démocratie, humiliée et soumise par le père d'Alexandre, Philippe II, décida que la mort du tyran était une chance de retrouver sa liberté et sa gloire passée. La nouvelle de la mort du conquérant fut accueillie dans la ville avec liesse. Le grand orateur Démosthène, qui avait lutté toute sa vie contre l'hégémonie macédonienne, revint d'exil. Un autre orateur, Hypéride, prononça des discours enflammés, appelant les Grecs à secouer le joug de l'esclavage. La guerre dite lamiaque commença. Athènes forma une coalition anti-macédonienne à laquelle se joignirent de nombreuses villes de Grèce centrale. Leur armée unie, sous le commandement du talentueux stratège Léosthène, infligea une défaite aux troupes du gouverneur Antipater et l'assiégea dans la ville de Lamia. Un instant, il sembla que les Grecs pouvaient gagner. Mais ils sous-estimèrent les ressources et la détermination des vétérans macédoniens. D'Asie, une flotte sous le commandement de Clitus et surtout l'armée de Cratère, le plus respecté des généraux, se hâtèrent déjà de venir en aide à Antipater. Cratère menait en Macédoine 10 000 vétérans, démobilisés de l'armée d'Alexandre. C'étaient les meilleurs soldats du monde. Le sort de la guerre se joua en 2 batailles. D'abord, la flotte macédonienne écrasa les Athéniens à Amorgos, mettant fin à la puissance navale d'Athènes pour toujours. Puis, les forces unies d'Antipater et de Cratère rencontrèrent l'armée grecque dans une bataille décisive à Crannon, en Thessalie. Les Grecs se battirent désespérément, mais contre les vétérans aguerris d'Alexandre, ils n'avaient aucune chance. La phalange de Cratère perça leur ligne, et la résistance fut brisée. Les conséquences de la défaite furent catastrophiques pour Athènes. Antipater ne fit preuve d'aucune pitié. Le régime démocratique fut aboli, une garnison macédonienne fut installée dans la ville et on exigea des Athéniens qu'ils livrent les instigateurs de la guerre. Démosthène, pour ne pas tomber aux mains de ses ennemis,
se suicida en prenant du poison dans le temple de Poséidon. Hypéride fut capturé et exécuté. C'est ainsi que se termina la dernière tentative de la Grèce classique de défendre son indépendance. Désormais, les cités-états grecques n'étaient plus que des pions dans le grand jeu des diadoques. La guerre lamiaque eut une autre conséquence, plus cachée. Elle renforça l'alliance entre Antipater et Cratère, les deux figures les plus autoritaires de la vieille garde. Cette alliance était dirigée contre la puissance croissante de Perdiccas en Asie, pendant que le régent était occupé à renforcer son pouvoir et à se préparer à une campagne contre des satrapes insoumis. Un centre de pouvoir se formait à l'ouest, qui ne voulait pas se soumettre à ses ordres. Le premier affrontement des diadoques était imminent. La paix fragile, établie à Babylone, se fissurait de toutes parts. Tandis qu'en Grèce s'éteignaient les derniers feux de la liberté, le régent Perdiccas, en Asie, agissait rapidement et résolument, cherchant à affirmer son pouvoir unique sur l'immense empire. Il comprenait que son autorité reposait sur deux piliers: le contrôle de la famille royale et la possession de l'armée la plus puissante. Pour renforcer l'un et l'autre, il entreprit plusieurs démarches clés, chacune rapprochant la Grande Guerre. Sa première cible fut la Cappadoce, un pays montagneux d'Asie mineure. Son souverain, Ariaratée, avait refusé de reconnaître les accords de Babylone et de se soumettre aux Macédoniens. Pour Perdiccas, c'était une excellente occasion de démontrer sa force. Il envahit la Cappadoce à la tête de l'armée royale et, dans une bataille acharnée, écrasa les troupes locales. Ariaratée fut fait prisonnier et soumis à un supplice atroce. Il fut crucifié avec ses plus proches parents. Cette exécution exemplaire devait servir de leçon à tous ceux qui oseraient défier l'autorité du régent. Simultanément, Perdiccas tentait de renforcer sa position par des mariages dynastiques, et c'est là que se joua un véritable drame, dont les principaux rôles furent tenus par les femmes de la maison royale. La sœur d'Alexandre le Grand, Cléopâtre, encore célibataire, était une épouse convoitée par tout ambitieux. Un mariage avec elle donnait des droits presque légitimes au trône. La mère d'Alexandre, l'autoritaire et intrigante Olympias, qui haïssait Antipater, proposa à Perdiccas la main de Cléopâtre, voyant dans le régent un allié contre le vieux gouverneur de Macédoine. Perdiccas était sur le point de s'allier à la dynastie des Argéades. Cependant, au même moment, Antipater, comprenant le danger d'une telle alliance, proposa à Perdiccas pour épouse sa propre fille, Nicaïa. Perdiccas se retrouva face à un choix difficile. Un mariage avec Nicaïa signifiait une alliance avec les puissants Antipater et Cratère, la paix et la stabilité. Un mariage avec Cléopâtre, une revendication presque ouverte du trône royal, mais aussi une guerre inévitable avec la coalition macédonienne. Finalement, l'ambition l'emporta. Perdiccas, bien qu'ayant d'abord accepté la proposition d'Antipater et même épousé Nicaïa, continua secrètement les négociations avec Cléopâtre. Ce double jeu ne pouvait rester secret longtemps et ne fit qu'aggraver les soupçons des vieux généraux. Mais l'acte le plus audacieux et le plus provocateur, qui devint le prétexte formel au déclenchement de la première guerre des Diadoques, fut un événement lié au corps même d'Alexandre. Le conquérant du monde avait demandé à être enterré dans l'oasis de Siwa en Égypte, près du temple de son père divin, Zeus Amon. Les préparatifs de l'enterrement se déroulèrent avec une pompe véritablement royale. Un somptueux char funéraire fut construit, un véritable temple sur roues, décoré d'or et de pierres précieuses. La procession avec le corps embaumé devait traverser tout l'Empire, de Babylone à l'Égypte, devenant le dernier triomphe du grand roi. Perdiccas prévoyait d'utiliser cette procession à ses propres fins. Il avait l'intention de la détourner vers Aïgaï, l'ancienne capitale de la Macédoine, pour enterrer Alexandre dans le tombeau familial des rois macédoniens. Cet acte symbolique aurait renforcé son lien avec la dynastie royale et légitimé son pouvoir aux yeux des Macédoniens. Mais Ptolémée, le rusé satrape d'Égypte, avait ses propres plans.
Il comprenait parfaitement la signification sacrée du corps d'Alexandre. Celui qui possédait le corps du fondateur de l'Empire possédait aussi son héritage, son aura divine. En 321 avant notre ère, lorsque la procession funéraire atteignit la Syrie, Ptolémée fit son coup le plus audacieux. Il y arriva avec une armée et, soit par la force, soit par la persuasion, les sources divergeant, il enleva le corps. Il le transporta en Égypte, mais pas à Siwa, mais dans sa capitale, Memphis, et plus tard il sera transféré à Alexandrie. Pour Perdiccas, ce fut une insulte inouïe et un défi ouvert. Le satrape n'avait pas seulement désobéi à l'ordre du régent, il avait volé le symbole le plus précieux du pouvoir impérial. La réaction ne pouvait être qu'une seule, la guerre. Perdiccas convoqua un conseil de guerre au cours duquel Ptolémée fut jugé par contumace et condamné à mort comme rebelle. L'armée royale, une force énorme comptant jusqu'à 70 000 guerriers et des éléphants de combat, commença à se préparer à une campagne en Égypte. La guerre éclata simultanément sur deux fronts, tandis que Perdiccas menait les forces principales vers le sud, contre Ptolémée, en Asie mineure. Il laissa son allié le plus capable, Eumène de Cardia. Le secrétaire grec fut chargé de défendre la côte contre un débarquement ennemi de Macédoine, qui devait être dirigé par Antipater et, ce qui était le plus redoutable, Cratère. La nomination d'Eumène au commandement était une mesure risquée. Les Macédoniens de son armée le méprisaient pour son origine non macédonienne et considéraient qu'il était indigne pour eux d'obéir à un scribe. Mais Perdiccas comprenait que seul l'esprit brillant d'Eumène pouvait rivaliser avec le génie militaire de Cratère. C'est en Asie mineure que se déroula l'une des plus grandes tragédies de cette guerre. Antipater et Cratère débarquèrent avec leur armée. Ils divisèrent leurs forces. Antipater se dirigea vers la Cilicie pour menacer les arrières de Perdiccas, tandis que Cratère marcha droit sur Eumène. Cratère était absolument certain de la victoire. Il savait que les Macédoniens de l'armée d'Eumène ne se battraient pas contre lui, leur favori, une légende vivante. Il ne mit même pas de casque afin que les soldats ennemis puissent le reconnaître et passer de son côté. Mais Eumène fit preuve d'une ruse miraculeuse. Il cacha ses soldats qui dirigeaient l'armée ennemie, et sur le flanc qui devait attaquer l'aile de Cratère, il plaça non pas des Macédoniens, mais des détachements de cavalerie cappadocienne et persane, à qui le nom de Cratère ne disait rien. Lorsque la bataille commença, cette cavalerie chargea avec impétuosité. Cratère, qui s'attendait à tout sauf à une attaque furieuse, fut désarçonné et mortellement blessé. Il mourut sans même avoir été reconnu. Son armée, privée de son commandant et démoralisée, fut complètement anéantie. La victoire d'Eumène fut totale, mais elle lui coûta très cher. Lorsque les Macédoniens de son camp apprirent qu'il venait de se battre contre Cratère et qu'ils étaient la cause de sa mort, leur fureur fut sans borne. Eumène, de héros, devint à leurs yeux un criminel, un Grec rusé qui avait tué le meilleur des Macédoniens. Cette victoire fit de lui un paria et le condamna à des années d'errance et de lutte contre la méfiance de ses propres soldats. Pendant ce temps, sur le front sud, les affaires de Perdiccas allaient de mal en pis. Sa campagne en Égypte tourna à la catastrophe. Ptolémée se révéla un excellent stratège. Il fortifia tous les accès à sa satrapie, en particulier la forteresse de Péluse à la frontière. Perdiccas, en arrivant au Nil, se heurta à une résistance acharnée. Sa première tentative de traverser le fleuve échoua. Le moment décisif fut la deuxième tentative de traversée du Nil près de Memphis. Perdiccas choisit un mauvais endroit. Le fort courant et le fond instable firent que des milliers de ses soldats se noyèrent ou devinrent la proie des crocodiles qui infestaient le Nil. L'armée était démoralisée. Les soldats, voyant l'incompétence du commandant et la comparant à la sage prévoyance de Ptolémée, qui avait même participé personnellement à la défense et aidé ses guerriers, commencèrent à murmurer. La même nuit, un complot mûrit dans la tente de Perdiccas.
Un groupe d'officiers supérieurs, parmi lesquels se trouvait Séleucos, le commandant de la cavalerie, fit irruption chez le régent et le transperça de leurs lances. C'est ainsi que se termina sans gloire la vie du premier prétendant à l'héritage d'Alexandre. L'homme qui était sur le point de devenir le souverain unique de l'Empire fut tué par ses propres subordonnés. Le lendemain matin, les deux armées, encore ennemies la veille, fraternisèrent sur les rives du Nil. Ptolémée arriva dans le camp adverse non pas en vainqueur, mais en ami, apportant des vivres aux soldats affamés. Ce geste renforça encore sa popularité. On lui proposa même de prendre le poste de régent vacant, mais il refusa sagement. Il n'aspirait pas au pouvoir sur tout l'Empire. Son objectif était seulement l'Égypte, et il l'avait atteint. La mort de Perdiccas et de Cratère changea complètement l'équilibre des forces. La première guerre des Diadoques était terminée, mais elle n'a pas apporté la paix. Elle n'a fait que retirer du jeu deux figures clés et a ouvert la voie à de nouveaux acteurs, encore plus impitoyables et ambitieux. L'Empire était décapité pour la deuxième fois en 2 ans. Il fallait de nouveau se réunir et se partager le pouvoir. La ville de Triparadisos, en Syrie, fut choisie comme lieu de la nouvelle réunion des vainqueurs. Un nouvel acte du drame sanglant commençait. Le monde, fragile et durement gagné, semblait de nouveau figé dans l'attente. La nouvelle de la mort de Perdiccas en Égypte et de la mort tragique de Cratère en Asie mineure parvint aux vainqueurs presque simultanément, les obligeant à se réunir dans la ville syrienne de Triparadisos pour un nouveau partage du monde. L'atmosphère y était complètement différente de celle de Babylone 2 ans plus tôt. Alors, l'ombre fantomatique d'Alexandre planait encore sur ses généraux, les obligeant à parler d'unité et de légitimité. Maintenant, tous les masques étaient tombés. C'était une réunion de loups qui venait de déchiqueter le premier qui s'était pris pour le chef de la meute. Chacun regardait l'autre avec une méfiance à peine dissimulée, calculant ses coups et évaluant ses forces. Le principal triomphateur était, sans aucun doute, le vieux gouverneur de Macédoine, Antipater. La mort de ses principaux rivaux, Perdiccas et Cratère, bien que ce dernier ait été son allié, en fit la figure la plus autoritaire et la plus puissante. C'est à lui, en tant qu'aîné et gardien des possessions européennes, que l'armée confia à l'unanimité le poste de régent de l'Empire. Contrairement à Perdiccas, Antipater n'aspirait pas au luxe ostentatoire et à l'absolutisme oriental. C'était un Macédonien austère et pragmatique de la vieille école, et son principal objectif était de rétablir l'ordre. Il emmena avec lui en Macédoine les 2 rois marionnettes, Philippe III et le petit Alexandre IV, ainsi que sa mère Roxane, privant ainsi les satrapes asiatiques de leur principal atout, le contrôle de la famille royale. Mais si Antipater devint le souverain suprême, le véritable maître de l'Asie, à l'issue de l'accord de Triparadisos, fut un autre homme. Il s'appelait Antigone, et son surnom était Monophthalmos, c'est-à-dire le borgne, souvenir d'une blessure reçue lors d'un des innombrables sièges. Antigone était le plus âgé et l'un des plus expérimentés des généraux d'Alexandre. Il avait déjà plus de 60 ans, mais son énergie et son ambition pouvaient en remontrer à n'importe quel jeune homme. Il était rude, direct, incroyablement cruel et doté d'une volonté de fer. À Triparadisos, Antigone obtint ce dont il rêvait, le poste de stratège autocrate d'Asie. Cela signifiait qu'on lui transférait toutes les troupes restantes de Perdiccas et qu'on lui donnait des pouvoirs illimités pour achever la guerre. Et la guerre n'était pas encore terminée. Le principal objectif assigné à Antigone était d'éliminer les derniers partisans de Perdiccas. Et le plus important d'entre eux était Eumène de Cardia. Et c'est là que commence l'une des pages les plus passionnantes et les plus tragiques des guerres des Diadoques. Le duel épique entre Antigone le borgne et Eumène de Cardia. Ce fut l'affrontement non pas de 2 généraux, mais de 2 mondes. Antigone, l'incarnation de la force brute macédonienne,
un aristocrate, un vétéran, qui méprisait tous ceux qui n'étaient pas macédoniens. Eumène, le grec, le scribe, l'intellectuel, un stratège de génie, contraint de commander une armée qui le haïssait, mais ne pouvait s'empêcher d'admirer son talent. Pour Antigonée, ce n'était qu'une opération de nettoyage. Pour Eumène, une lutte pour la vie et pour la fidélité à la mémoire d'Alexandre et de sa dynastie. Après sa victoire sur Cratère, Eumène se retrouva complètement isolé. Son armée, apprenant la mort de son idole, était prête à le mettre en pièces. De nombreux soldats désertèrent. Tous les autres diadoques le déclarèrent un ennemi numéro 1, le condamnant à mort. Antigone, ayant reçu une immense armée, marcha sur lui, anticipant une victoire facile. Leur premier grand affrontement eut lieu en Cappadoce. L'armée d'Antigone était plus de 2 fois supérieure en nombre à celle d'Eumène. Eumène comprit qu'il n'avait aucune chance en bataille rangée. Il utilisa sa tactique favorite, la manœuvre et la ruse. Il attira Antigone dans les montagnes, attaqua ses fourrageurs, épuisa son armée par des marches constantes. Mais finalement, Antigone réussit à lui imposer une bataille générale. Eumène perdit. Il perdit la majeure partie de son armée, mais réussit à s'échapper de l'encerclement avec un détachement de 600 de ses guerriers, les plus fidèles. Cela semblait être la fin. Mais pour Eumène, ce n'était que le début. Il se réfugia dans une forteresse de montagne imprenable appelée Nora. Ce n'était même pas une forteresse, mais un simple rocher au sommet plat, où il y avait à peine de la place pour son petit détachement et ses chevaux. Et c'est là que commença le siège légendaire, qui dura plus d'1 an. Antigone, ne voulant pas perdre de temps à un assaut, encercla le rocher et laissa une partie de ses troupes pour le blocus, tandis qu'il partait lui-même régler d'autres problèmes en Asie mineure. À Nora, Eumène fit preuve d'une ingéniosité miraculeuse. Pour maintenir le moral des hommes et la forme physique des chevaux sur une si petite parcelle de terre, il inventa tout un système d'entraînement. Les chevaux étaient suspendus à des cordes de manière à ce qu'ils touchent à peine le sol de leurs sabots, et on les forçait à courir sur place pour que leurs muscles ne s'atrophient pas. Lui-même vivait dans les mêmes conditions que ses soldats, partageant avec eux leurs maigres rations et discutant constamment avec eux, entretenant leur foi que leur cause n'était pas perdue. Le salut vint du côté le plus inattendu. En 319 avant notre ère, le vieux régent Antipater mourut en Macédoine, et c'est là qu'il commit son dernier et plus fatal acte, qui fit exploser l'Empire une 2e fois. Au lieu de transmettre le pouvoir à son fils, l'ambitieux et cruel Cassandre, Antipater nomma comme successeur un vieux général, Polyperchon. Il estimait que Cassandre était trop jeune et trop impétueux, et que Polyperchon, un fidèle compagnon, pourrait maintenir la stabilité. Ce fut une erreur monstrueuse. Cassandre, offensé, s'enfuit immédiatement de Macédoine et se rendit auprès d'Antigone en Asie. Il proposa une alliance aux borgnes. Antigone, voyant dans cette scission à l'ouest sa chance, accepta immédiatement. Mais le nouveau régent, Polyperchon, cherchait aussi des alliés en Asie pour contrer le puissant Antigone, et il misait sur le seul homme qui était l'ennemi juré d'Antigone, Eumène. Polyperchon publia un décret qui annulait la condamnation à mort d'Eumène, le rétablissait dans tous ses droits et le nommait stratège d'Asie avec pour mission de lever une armée et de combattre Antigone. Lorsque les messagers de Polyperchon arrivèrent à la Nora assiégée, Antigone comprit que son prisonnier était redevenu une figure redoutable. Il tenta de déjouer Eumène en lui offrant la liberté en échange d'un serment de fidélité à lui personnellement. Antigone. Eumène accepta de prêter serment, mais modifia astucieusement le texte, jurant fidélité non pas à Antigone mais au roi Philippe III et Alexandre IV. Antigone, découvrant trop tard la ruse, fut contraint de lever le siège. Eumène était libre, et il se mit immédiatement au travail.
Profitant de son nouveau statut officiel de la part du régent, il se rendit à l'est, dans les satrapies supérieures, la Babylonie, la Perside, la Médie. Là se trouvait un des satrapes qui regardait avec méfiance la puissance croissante d'Antigone et n'était pas opposé à s'unir contre lui sous la bannière du pouvoir royal légitime. Eumène réussit à rassembler une nouvelle et immense armée. Des figures influentes comme Peucestas, satrape de Perside, et les commandants des célèbres Argyraspides, les boucliers d'argent, se joignirent à lui. Les Argyraspides étaient une légende vivante. C'étaient des vétérans qui avaient participé à toutes les campagnes avec Philippe, puis avec Alexandre. Le plus jeune d'entre eux avait plus de 60 ans. Ils n'avaient jamais connu la défaite. Leur expérience du combat et leur autorité étaient colossales. Mais ils étaient capricieux, avides et n'obéissaient qu'à celui qu'ils respectaient. Les avoir sous son commandement fut une chance énorme pour Eumène, mais aussi un casse-tête permanent. Antigone, apprenant que son adversaire ne s'était pas seulement échappé, mais avait rassemblé une nouvelle armée et menaçait son pouvoir sur toute l'Asie, se lança à sa poursuite. C'est ainsi que commença la deuxième phase de leur affrontement, une campagne grandiose qui se déroula sur les étendues du plateau iranien. Ce fut une guerre de manœuvres, d'embuscades et de marches épuisantes, à travers les déserts et les montagnes. Les deux grands généraux s'affrontèrent dans deux grandes batailles. La première eut lieu dans la région de la Paraïtacène en 317 avant notre ère. Ce fut une bataille sanglante au cours de laquelle aucun des deux camps ne put remporter de victoire décisive. Eumène fit preuve de son génie tactique, utilisant habilement les éléphants et l'infanterie légère, mais Antigone, grâce à sa cavalerie lourde, réussit à éviter la déroute. Le champ de bataille resta à Eumène, mais Antigone conserva son armée. L'affrontement décisif eut lieu à l'hiver de 316 avant notre ère, dans la région de la Gabienne. Avant la bataille, Antigone entreprit un raid audacieux, envoyant sa cavalerie légère en contournement pour attaquer le camp de la coalition des satrapes, où se trouvaient tous leurs convois, leurs familles et les trésors accumulés pendant des années de service. Dans la bataille elle-même, les Argyraspides d'Eumène prouvèrent une fois de plus qu'ils n'avaient pas d'égaux. Tels un mur indestructible, ils percèrent le centre de l'armée d'Antigone et mirent en fuite son infanterie. Eumène célébrait déjà la victoire, mais c'est à ce moment que le plan d'Antigone fonctionna. Sa cavalerie s'empara du convoi. Pour les Argyraspides, ce fut une catastrophe. Dans ce convoi se trouvait toute leur vie, tout ce qu'ils avaient pillé en 30 ans de guerre. Leurs femmes, leurs enfants, leur or et leur argent, tout se retrouva entre les mains de l'ennemi, et c'est alors que se produisit l'une des trahisons les plus honteuses de l'histoire militaire. Les satrapes, jaloux de la gloire d'Eumène, et les Argyraspides, désireux de récupérer leurs biens, entamèrent des négociations secrètes avec Antigone. Il leur posa une condition simple. Il leur rendrait le convoi s'ils lui livraient leur général, et les vétérans d'Alexandre, les invincibles boucliers d'argent, acceptèrent. Ils s'emparèrent d'Eumène, l'homme qui venait de les conduire à une nouvelle victoire, et le livrèrent à l'ennemi. Antigone hésita plusieurs jours sur ce qu'il devait faire du prisonnier. Il respectait Eumène en tant que général, mais ses compagnons exigeaient la mort du parvenu grec. Finalement, Antigone donna l'ordre. Eumène fut affamé, puis étranglé en prison. C'est ainsi que périt Eumène de Cardia, le plus fidèle des généraux d'Alexandre, le dernier à s'être battu non pas pour lui-même, mais pour l'idée d'un empire unifié et des héritiers légitimes. Sa mort marqua la fin de toute une époque. Il n'y avait plus de loyalistes. Il ne restait sur l'échiquier que des prédateurs. Et le plus grand et le plus dangereux d'entre eux était Antigone le Borgne. Il devint le maître incontesté de l'Asie, de la mer Égée aux frontières de l'Inde. Son pouvoir était si grand que cela ne pouvait qu'effrayer les autres diadoques. Une nouvelle guerre, encore plus vaste, était inévitable. La victoire sur Eumène et la capture des trésors incalculables des satrapies orientales firent d'Antigone le Borgne une figure d'une ampleur colossale.
Il se tenait au sommet d'une puissance que personne n'avait atteinte depuis Alexandre lui-même. Sous son contrôle se trouvait toute la partie asiatique de l'Empire, de la côte de l'Asie mineure à la Bactriane. Il disposait de l'armée la plus nombreuse et la plus expérimentée, d'une flotte immense et d'un trésor qui semblait inépuisable. Le pouvoir lui monta à la tête. Il ne se voyait plus comme un simple satrape ou un stratège. Il se voyait comme le successeur d'Alexandre, le nouveau maître du monde. Il commença à démettre les satrapes qui lui déplaisaient et à mettre à leur place ses propres hommes. Sa cour en Asie mineure, par sa pompe, commença à ressembler à celle des rois de Perse. Et cette croissance illimitée de sa puissance inquiéta au plus haut point les autres loups, qui l'observaient avec méfiance depuis leur possession, encore modeste. Le premier à sentir la main lourde d'Antigone fut Séleucos, le satrape de Babylonie. Séleucos était l'un de ceux qui avaient participé au complot contre Perdiccas, mais il était resté jusqu'alors dans l'ombre. C'était un homme calculateur, patient et doté d'un talent administratif exceptionnel. Lorsque Antigone, après sa victoire à Gabienne, arriva à Babylone, il exigea de Séleucos un rapport financier sur les revenus de la satrapie. C'était une humiliation directe et une atteinte à son pouvoir. Séleucos, comprenant que la prochaine étape serait sa destitution ou son exécution, fit la seule chose juste. La nuit, avec un détachement de seulement 50 cavaliers, il s'enfuit de Babylone. Il s'enfuit vers l'ouest, en Égypte, vers le seul homme qui pouvait résister à Antigone, Ptolémée. L'arrivée de Séleucos en Égypte fut l'étincelle qui alluma le feu de la troisième guerre des Diadoques. Séleucos révéla à Ptolémée tous les plans d'Antigone, ses ambitions illimitées et la menace qu'il représentait pour eux tous. Ptolémée, un souverain sage et prudent, avait déjà vu lui-même ce danger. Il commença immédiatement à former une grande coalition. Cassandre, qui s'était entre-temps affirmé au pouvoir en Macédoine en se débarrassant cruellement de toute la famille d'Alexandre, et Lysimaque, le souverain de Thrace, se joignirent à lui et à Séleucos. En 315 avant notre ère, les alliés présentèrent un ultimatum à Antigone. Ils exigeaient qu'il partage les trésors saisis, qu'il rende à Séleucos sa Babylonie et qu'il cède une partie de ses possessions asiatiques. Antigone, au sommet de sa gloire, ne fit que leur rire au nez. La guerre était inévitable. Ce fut une guerre d'une ampleur gigantesque qui embrassa pratiquement tout l'Empire. Les hostilités se déroulèrent simultanément sur plusieurs théâtres. En Grèce et en Macédoine, Cassandre combattait les généraux d'Antigone. En Asie mineure et en mer, la flotte d'Antigone luttait contre les forces combinées de la coalition. Mais le front principal se situait au sud, en Syrie et en Palestine, où s'affrontèrent les armées des deux principaux adversaires, Antigone et Ptolémée. Antigone, dans cette guerre, fit un coup de propagande brillant. Il comprit que la puissance militaire devait être soutenue par une idéologie. Dans la ville de Tyr, il convoqua une assemblée de son armée et déclara Cassandre ennemi du peuple macédonien, pour le meurtre de la famille royale, y compris la mère d'Alexandre, Olympias, et sa femme Roxane avec son fils Alexandre IV, que Cassandre tenait en captivité et qu'il fit plus tard tuer. Le plus important, Antigone proclama la liberté des cités grecques. Il promit d'en retirer les garnisons macédoniennes et de restaurer leur autonomie. Ce fut un coup purement cynique. Antigone lui-même n'avait pas l'intention de donner aux Grecs une réelle liberté. Mais ce slogan était incroyablement populaire et attira à ses côtés de nombreux partisans ennéladés, fatigués du pouvoir de Cassandre. Les premières années de la guerre furent favorables à Antigone. Il mena personnellement une armée vers le sud et reconquit la Syrie et la Phénicie à Ptolémée. Il s'empara des chantiers navals phéniciens et commença à construire une flotte grandiose pour défier la suprématie navale de Ptolémée. Cependant, Antigone ne pouvait pas être partout à la fois.
Pendant qu'il était occupé au sud, Lysimaque menaçait ses possessions en Asie mineure, et Séleucos persuadait Ptolémée de passer à la contre-offensive. En 312 avant notre ère, Ptolémée, cédant aux instances de Séleucos, décida d'envahir la Syrie. Antigone se trouvait alors à l'ouest, et il laissa le commandement de l'armée à son fils, Démétrios. Démétrios était tout le contraire de son père. Si Antigoné était un vieux guerrier rude, austère et pragmatique, Démétrios était jeune, beau, charmant, impulsif et doté d'un charisme incroyable. C'était un tacticien brillant, un maître des charges de cavalerie audacieuse, mais il manquait de la retenue stratégique de son père. La bataille de Gaza fut sa première épreuve sérieuse en tant que commandant en chef, et il la rata lamentablement. Les armées se rencontrèrent dans la plaine près de la ville de Gaza. Ptolémée et Séleucos, des généraux plus expérimentés, déjouèrent le jeune Démétrios. Ils utilisèrent des obstacles de pieux pour neutraliser ces éléphants de combat, puis enveloppèrent son armée par les flancs. L'armée de Démétrios fut complètement anéantie. Il réussit à peine à s'enfuir, perdant tout son camp et des milliers de soldats. La défaite de Gaza eut deux conséquences très importantes. Premièrement, Ptolémée reprit la Syrie. Et deuxièmement, ce qui était bien plus important, Séleucos eut sa chance. Ptolémée lui confia un petit détachement de seulement 800 fantassins et 200 cavaliers. Avec cette poignée d'hommes, Séleucos se lança dans une expédition qui allait changer l'histoire. Il se dirigea vers l'est pour reconquérir sa satrapie, Babylone. C'était une aventure pure, mais elle fut couronnée d'un succès incroyable. La population de Babylone, se souvenant du juste gouvernement de Séleucos, lui ouvrit les portes. Il écrasa les garnisons laissées par Antigone et redevint le maître de la Babylonie. L'année 312 avant notre ère, l'année du retour de Séleucos à Babylone, devint le point de départ d'une nouvelle ère et la date de fondation d'un nouvel empire, l'empire des Séleucides. Antigone, apprenant la défaite de son fils et la perte de Babylone, fut furieux. Il conclut rapidement une trêve temporaire avec Ptolémée et Cassandre pour se jeter de toutes ses forces sur Séleucos. La guerre de Babylone commença. Pendant plusieurs années, les généraux d'Antigone tentèrent de déloger Séleucos de sa nouvelle citadelle, mais en vain. Séleucos, agissant habilement et s'assurant du soutien de la population locale, repoussa toutes les attaques. De plus, il commença à étendre ses possessions, soumettant les satrapies voisines, la Perside, la Susiane, la Médie. Pendant qu'Antigone était embourbé dans la lutte à l'ouest, à l'est, sous son nez, une nouvelle superpuissance naissait. Pendant ce temps, à l'ouest, la guerre reprit avec une nouvelle vigueur, et sa principale étoile fut Démétrios, le fils d'Antigone. Remis de sa défaite à Gaza, il brûlait du désir de prouver à son père et au monde entier son génie, et il y réussit. En 307 avant notre ère, à la tête d'une immense flotte et d'une armée, il débarqua en Grèce. Il chassa la garnison de Cassandre d'Athènes et proclama solennellement le rétablissement de la démocratie. Les Athéniens, reconnaissant, l'accueillirent comme un dieu libérateur, lui érigèrent en des autels et chantèrent des hymnes en son honneur. L'apogée de la gloire de Démétrios fut sa campagne contre Rhodes. Rhodes, une riche île commerçante, avait tenté de rester neutre dans cette guerre, mais ses sympathies allaient à Ptolémée. En 305 avant notre ère, Démétrios s'abattit sur l'île avec toute sa puissance militaire. Commença l'un des sièges les plus célèbres de l'histoire. Démétrios utilisa toutes les dernières avancées de la technique de siège. Spécialement pour l'assaut de la ville, une gigantesque tour de siège fut construite, l'Hélépole, qui signifie preneuse de ville. C'était une structure de 9 étages, de plus de 40 mètres de haut, blindée de fer, équipée de catapultes et de béliers. Plus de 3000 soldats déplaçaient ce monstre. Les Rhodiens, cependant, se défendirent avec un courage désespéré. Le siège dura une année entière,
Démétrios ne réussit jamais à prendre la ville. Finalement, grâce à la médiation d'autres États grecs, une paix honorable fut conclue. Rhodes conserva son indépendance, mais ce siège apporta à Démétrios une gloire immortelle et un nouveau surnom, Poliorcète, le preneur de ville. Sur la vague de ses succès, Antigone et Démétrios, en 306 avant notre ère, firent le pas décisif. Après une brillante victoire navale de Démétrios sur la flotte de Ptolémée à Salamine de Chypre, ils furent les premiers de tous les diadoques à prendre le titre royal. Antigone Ier Monophthalmos et Démétrios Ier Poliorcète devinrent rois. C'était un défi ouvert à tous les autres, et les autres ne se firent pas attendre. Au cours de l'année suivante, Ptolémée, Séleucos, Cassandre et Lysimaque se proclamèrent également rois. L'ère des diadoques, les successeurs, était terminée. Commençait l'ère des monarques hellénistiques. L'empire d'Alexandre était mort non seulement de fait, mais aussi de droit. Sur ses ruines naquirent 5 nouveaux royaumes. Mais le vieux lion, Antigone, n'avait toujours pas abandonné son rêve d'une puissance unifiée sous son sceptre. Il rassembla toutes ses forces pour un dernier et décisif coup. La coalition de ses ennemis fit de même. Tous comprenaient que la bataille à venir déciderait du sort du monde pour les siècles à venir. Le lieu de cette bataille fut la plaine près de la ville d'Ipsos Sangumdugen Phrygiae, 301 avant notre ère, sur la plaine brûlée par le soleil d'Ipsos en Phrygie, au cœur même de l'Asie mineure. Ce n'étaient pas de simples nuages qui s'amoncelaient, mais les destins du monde. 2 armées titanesques, comme on n'en avait pas vu depuis la campagne d'Alexandre en Perse, se faisaient en face, prêtes à s'engager dans un combat à mort. C'était le point culminant de 20 années de guerre, d'intrigues et de trahisons incessantes. C'est là, sur ce champ, que le sort de l'héritage d'Alexandre devait être définitivement scellé. Serait-il de nouveau unifié sous l'autorité d'un seul monarque, ou la désintégration deviendrait-elle irréversible? D'un côté se tenait l'armée du roi Antigone le Borgne et de son fils Démétrios Poliorcète. C'était l'armée d'un père et d'un fils qui rêvaient encore d'un empire unifié. Antigone avait déjà 81 ans. Le vieux lion, un vétéran d'innombrables batailles, était l'incarnation vivante d'une époque révolue, mais son esprit était toujours aussi vif, et sa volonté inflexible. À ses côtés se trouvait son brillant fils, Démétrios, dans la fleur de l'âge, un général célèbre, l'idole des soldats. Leur armée comptait environ 80 000 hommes, dont 10 000 constituaient une excellente cavalerie et 75 éléphants de combat. C'était une force redoutable, confiante en sa victoire. Face à eux se dressait l'armée unie de la grande coalition. 3 rois avaient amené leurs troupes ici, Cassandre de Macédoine, Lysimaque de Thrace et, surtout, Séleucos, venu de ses possessions orientales. Ptolémée, fidèle à sa nature prudente, était resté en Égypte, attendant l'issue de la bataille. L'armée des Alliés était un peu plus petite, environ 70 000 hommes. Mais ils avaient un atout qui allait décider de l'issue de la bataille. Séleucos avait amené avec lui de l'Inde une force monstrueuse, 400 éléphants de combat. Ce bélier vivant devait écraser la phalange d'Antigone. La bataille commença, comme beaucoup de batailles de cette époque, par un affrontement de cavalerie sur les flancs. Démétrios, qui commandait les meilleures unités de cavalerie sur le flanc droit de l'armée de son père, chargea avec fureur la cavalerie des Alliés sous le commandement du fils de Séleucos, Antiochos. Comme prévu, la charge de Démétrios fut irrésistible. Il renversa la cavalerie ennemie et la poursuivit loin dans la plaine, s'enivrant de la poursuite. Et dans ce brillant succès tactique se cachait une erreur stratégique fatale. Séleucos, un général expérimenté et au sang-froid, en profita immédiatement. Il n'essaya pas d'arrêter la cavalerie victorieuse de Démétrios. Au lieu de cela, il fit un coup de génie. Il avança ses éléphants et créa avec eux un mur vivant et mobile
qui coupa Démétrios et sa cavalerie de l'armée principale d'Antigone. Démétrios, ayant écrasé l'ennemi, découvrit soudain qu'il ne pouvait pas revenir sur le champ de bataille. Devant lui se trouvait un mur hérissé et rugissant de centaines d'éléphants indiens que ses chevaux ne pouvaient pas franchir. Il était pris au piège, transformé de héros de la bataille en son spectateur impuissant. Antigone, resté sans sa meilleure cavalerie, comprit que les choses tournaient mal. Son flanc gauche était maintenant ouvert à une attaque. Et les alliés portèrent ce coup. La cavalerie de Lysimaque et de Séleucos contourna sa formation et frappa son arrière non protégé. Simultanément, de front, les éléphants et l'infanterie des alliés avancèrent sur sa phalange. La phalange d'Antigone, composée de vétérans aguerris, tint bon avec un courage incroyable. Le vieux roi, au centre même, au premier rang, dirigeait personnellement la défense. Il se tenait là, inflexible, sous une pluie de flèches et de javelots, croyant jusqu'au bout que son fils Démétrios reviendrait et frapperait les ennemis à revers. Il criait à ses soldats qu'il reviendrait et les écraserait, soutenant leur morale. Mais Démétrios ne réussit jamais à percer le mur d'éléphants. La phalange d'Antigonée, attaquée de front, de flanc et par l'arrière, commença à se désagréger. Les soldats fléchirent et s'enfuirent. Et seul le vieux roi resta à sa place, entouré seulement d'une poignée de gardes du corps. Il refusa de reculer jusqu'au bout. Des javelots et des flèches ennemies pleuvaient sur lui de toutes parts. L'un d'eux l'atteignit à la poitrine. Antigone Ier Monophthalmos, le borgne, le dernier des généraux d'Alexandre qui avait rêvé de recréer son empire, s'effondra mort sur la terre qu'il voulait conquérir. La mort d'Antigone marqua la fin de la bataille et la fin de toute une époque. Le rêve d'un empire unifié mourut avec lui sur le champ d'Ipsos. Démétrios réussit à s'enfuir avec les restes de sa cavalerie. Il avait tout perdu, son père, son armée, son royaume. De puissant souverain, il redevint un errant, un pirate, un aventurier sans terre. Les vainqueurs se partagèrent l'immense royaume d'Antigone. Lysimaque reçut la majeure partie de l'Asie mineure. Cassandre renforça son pouvoir en Macédoine et en Grèce. Mais le principal bénéficiaire fut Séleucos. Il reçut la Syrie du Nord et la partie orientale de l'Asie mineure. Son empire s'étendait désormais de la mer Égée à l'Inde. Il devint le plus grand, le plus multinational et le plus puissant des États hellénistiques. Ptolémée, bien qu'il n'ait pas participé à la bataille, profita de la situation pour s'emparer de la Syrie du Sud et de la Palestine, jetant les bases d'un conflit séculaire entre les Ptolémées et les Séleucides pour ces terres. La bataille d'Ipsos fixa définitivement la carte politique du monde né de la désintégration de l'empire d'Alexandre. Sur ces ruines s'établirent 4 principales puissances hellénistiques. La première était le royaume des Ptolémées en Égypte, le plus stable, le plus riche et le plus durable de tous. Ces souverains adoptèrent de nombreuses traditions égyptiennes, se proclamèrent pharaons et gouvernèrent le pays pendant près de 300 ans, jusqu'à la mort de la dernière de leur dynastie, la célèbre Cléopâtre Sept. La deuxième était le royaume des Séleucides en Asie, un État immense mais intérieurement fragile, déchiré par le séparatisme et les guerres. Il devint le principal vecteur de la culture grecque en Orient, mais perdit progressivement ses territoires jusqu'à être finalement conquis par Rome et les Parthes. La troisième était le royaume de Cassandre, puis des Antigonides, en Macédoine. Ce royaume lutta constamment pour le contrôle de la Grèce, se heurtant à la résistance des cités grecques et aux ambitions des autres monarques hellénistiques. La quatrième était le royaume de Lysimaque en Thrace et en Asie mineure. Ce fut une formation puissante mais éphémère. Après la mort de Lysimaque dans une autre guerre des Diadoques de la deuxième génération, son royaume fut partagé entre les Séleucides et d'autres souverains. C'est ainsi que se terminèrent les grandes guerres des Diadoques. Elles durèrent plus de 40 ans.
De la mort d'Alexandre en 323 à la bataille d'Ipsos en 301, ce fut une époque de bataille d'une ampleur sans précédent, d'assassinats politiques, de sièges grandioses et de rebondissements incroyables. Presque tous les principaux acteurs de ce drame moururent de morts violentes. La famille d'Alexandre le Grand fut complètement exterminée. Des dizaines de milliers de soldats périrent sur les champs de bataille, de la Grèce à l'Iran. Qu'ont donc laissé derrière eux ces généraux impitoyables, ces successeurs qui ont dépecé l'héritage de leur maître? N'étaient-ils que des destructeurs avides qui ont anéanti le plus grand empire de l'Antiquité? L'histoire donne à cette question une réponse beaucoup plus complexe et nuancée. Oui, ils ont détruit l'unité politique de l'empire d'Alexandre. Le rêve d'un monde unifié, où Grecs et barbares vivraient en harmonie sous l'autorité d'un seul souverain, s'est avéré être une utopie. Au lieu de cela, ils ont créé un système d'États rivaux dont la rivalité a constamment conduit à de nouvelles guerres. Mais en même temps, paradoxalement, ce sont leurs actions qui ont conduit à une diffusion sans précédent de la culture, de la langue et des idées grecques. Ce processus a reçu le nom d'hellénisme. Chacun des diadoques, devenu roi de son État, s'efforça de s'entourer de savants, de poètes, d'architectes et d'artistes grecs. Ils fondèrent de nouvelles villes sur le modèle grec avec des théâtres, des gymnases et des agoras. L'exemple le plus célèbre est Alexandrie en Égypte, fondée par Alexandre lui-même, mais transformée par les Ptolémées en le plus grand centre culturel et scientifique du monde antique. La célèbre bibliothèque d'Alexandrie et le musée devinrent le foyer des plus grands esprits de l'époque, du mathématicien Euclide à l'astronome Ératosthène. Séleucos et ses successeurs fondèrent des dizaines de villes dans toute l'Asie, comme Antioche sur l'Oronte ou Séleucie du Tigre, qui devinrent pendant des siècles des centres de la civilisation hellénistique. La langue grecque, dans sa forme simplifiée, la koiné, devint la langue de communication internationale dans tout le Proche-Orient, de la Méditerranée à l'Inde. Cela favorisa non seulement le commerce et la diplomatie, mais aussi l'échange d'idées. Une synthèse culturelle se produisit. La philosophie grecque rencontra le mysticisme oriental, l'art grec s'enrichit de motifs orientaux, et les religions orientales pénétrèrent le monde gréco-romain. Sans ce creuset hellénistique, il est impossible d'imaginer le développement ultérieur de la science, ni la naissance du christianisme sous la forme que nous connaissons. Les diadoques étaient des hommes de leur temps, cruels, ambitieux, sans pitié. C'étaient des loups, pas des bergers. Ils ne se battaient pas pour des idéaux, mais pour le pouvoir et la terre. Mais leur lutte titanesque, leur énergie indomptable, en détruisant l'ancien monde, créait involontairement un nouveau. Du chaos et du sang des guerres des diadoques naquit le monde hellénistique complexe, contradictoire, plein d'éclats et de violence. Un monde qui a construit un pont entre l'ère des cités-États et l'ère des empires, et dont l'héritage culturel est devenu une partie intégrante du fondement de toute la civilisation occidentale. Leur histoire est un rappel éternel que les grandes époques naissent souvent de grandes tragédies, et que derrière l'éclat des nouvelles civilisations se cache presque toujours l'ombre de l'épée et la flamme de l'ambition de leurs créateurs impitoyables. Merci d'avoir parcouru ce long chemin à travers les pages d'une des époques les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité. Si cette saga sur le pouvoir, la trahison et la naissance d'un nouveau monde vous a captivé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux voyages dans le passé. De nombreuses histoires inédites nous attendent.